Heureux, directeur général de la PFA. Qu'on applaudit. Alors, Marc Mortureux, vous serez avec nous au début de chaque table ronde pour, en quelques slides, nous donner les éléments essentiels à connaître pour la filière concernant la thématique de la table ronde. On vous écoute. Merci, bonjour à tous. Un mot sur le futur cadre européen dont on va parler. Pour rappel, le Conseil européen a décidé de réviser l'objectif de baisse des émissions de CO2 de l'ensemble de l'Europe, tous secteurs confondus, en passant de moins 40% à moins 55% sur une période de 40 ans, 1990 à 2030, moins 55%. C'est très ambitieux. La Commission européenne a décliné cet objectif en une série de propositions de textes pour tous les grands secteurs concernés, l'énergie, le transport, l'industrie, le logement ou encore l'agriculture. C'est un ensemble de textes qu'on appelle le package Fit for 55, donc ce qui permet d'aller vers le moins 55%, et qui vont être discutés dans l'année à venir au niveau européen. Des réglementations techniques, des outils fiscaux et différents dispositifs pour créer un cadre d'ensemble cohérent. Alors, pour l'automobile, le texte central, ce n'est pas le seul, c'est la révision de la réglementation dite CAFE, qui impose aux constructeurs une trajectoire de baisse des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs mis sur le marché sur l'ensemble de l'Europe. Vous avez sur donc, le graphique la courbe rouge qui concerne la trajectoire pour les véhicules particuliers. Vous connaissez bien la première échéance qu'on vit en ce moment, 2020-2021, le fameux 95 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, qui est imposé à chacun des constructeurs et qui a d'ailleurs généré le décollage des ventes des véhicules électriques et électrifiés depuis l'année dernière. Nous avons maintenant un objectif de baisse entre 2021 et 2030 qui était jusqu'à présent de 37,5% et qui, dans la proposition de la Commission européenne, passe à 55%, moins 55%. Et par ailleurs, la Commission introduit un objectif de moins 100% en 2035, soit la fin de tout véhicule qui ne soit pas zéro émission à l'usage. Pour les véhicules utilitaires légers, c'est la courbe en blanc, moins 50% en 2030, moins 100% en 2035. Ces exigences se traduiront par une très forte accélération de ce qu'on appelle le mix énergétique d'ici à 2030, puis 2035, comme vous le voyez sur le graphique. La décomposition du marché en 2020, 2025, 2030, 2035. En 2030, dans nos projections, il y a plusieurs façons d'y arriver, on est à peu près à 50% de véhicules 100% électriques, à batterie ou hydrogène, 21% d'hybrides rechargeables. Et donc en 2035, 100% de véhicules zéro électrique. C'est un bouleversement considérable en très peu de temps, à la fois pour l'industrie comme l'automobile, mais aussi pour tous les services associés. J'ajoute juste une autre réglementation européenne qui va fortement impacter l'automobile, à la fois l'industrie et les services, la future norme Euro 7, qui n'est pas dans le package Fit for 55, mais qui concerne non pas le CO2, mais les émissions polluantes, avec de fortes exigences nouvelles d'ici à 2026-2027, et qui pourraient également accélérer la sortie des motorisations thermiques. Voilà, tel est le cadre pour cette première table ronde qui va discuter des enjeux de cette réglementation, des risques et des opportunités qu'elle induit. Merci. Merci à vous, Marc. Vous regagnez la salle. Et pour cette table ronde, j'appelle M. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, qu'on applaudit. Béatrice Fouché, directrice générale de DS Automobile, et François Lyotard, directeur général de l'Easy Automotive. Bonjour. 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 Ça va. Oui. Installez-vous. Alors, monsieur le commissaire européen, vous pouvez rester au pupitre ou comme vous le souhaitez. Question toute simple.
Comment l'Europe peut-elle retrouver sa souveraineté industrielle, rapatrier de la valeur et gagner le pari climatique? Bien, d'abord, merci beaucoup de me permettre de m'adresser à vous ce matin, et merci à mon ami Luc Châtel de m'avoir invité. Luc, quand tu m'invites, je viens, y compris de Bruxelles. Voilà, heureux de vous retrouver, en tout cas, toutes et tous, toute la filière. Ça a été très bien, cette table ronde est très bien présentée, hein, un enjeu absolument majeur, monsieur le directeur général, considérable. Vous avez employé, je crois même, le terme de bouleversement, et nous en sommes bien conscients. C'est un enjeu essentiel, avec des aspects évidemment industriels extrêmement lourds, avec des aspects humains, ils ont été évoqués notamment par le directeur général de Renault il y a un instant, qui sont très importants, avec des aspects géopolitiques, vous m'invitez à y répondre aussi, qui sont la crise du Covid nous a appris, peut-être encore plus qu'avant, à y faire face, qui sont de plus en plus essentiels. Tant il est vrai que votre industrie est fortement dépendante d'un nombre de fournisseurs et de pays fournisseurs pour certains éléments critiques assez limités, et on y reviendra évidemment. Alors d'abord, je ne vais pas être long, hein, vous me donnez combien de temps? Quelques minutes. Parce que vous restez avec nous pour la table ronde. Quelques, ça veut dire quoi? Allez, 5 minutes. 5 minutes. C'est vraiment quelques minutes, oui. Alors, dans quelques petites minutes. Voilà. Quelques petites minutes pour vous dire que, vraiment, je tiens à vous le dire, je suis commissaire au marché intérieur, donc je suis votre commissaire au niveau de l'Europe. D'abord, bien sûr, votre journée concerne la filière française, et ses 4000 acteurs, mais il faut vraiment raisonner Europe. Et vous raisonnez Europe, et je le sais, quelle que soit du reste la taille des entreprises dans lesquelles vous travaillez, l'écosystème, comme on l'appelle désormais au sein de la DG Gros, qui est l'une de mes directions générales, qui évidemment vous concerne en premier chef, on travaille évidemment au niveau européen dans cette filière, même au niveau mondial. Mais évidemment, le bon niveau pour nous, le bon échelon, c'est l'échelon européen. Jamais dans l'histoire de l'automobile, je crois que votre écosystème n'avait été confronté à une telle transformation. Et donc, moi, je voulais vous dire vraiment, mon premier message, c'est qu'en tant que commissaire européen, j'allais dire, chargé de l'automobile, entre autres, je suis à vos côtés. Même si effectivement les co-législateurs nous demandent donc d'intervenir rapidement, c'est Fit for 55, c'est donc l'ambition 2035, c'est évidemment les normes Euro 7. Comme vous le savez, la Commission est là pour proposer donc des textes qui auront vocation ensuite à être votés par les co-législateurs. Je le redis parce que souvent il y a une ambiguïté, ce n'est pas la Commission qui fait les lois, hein. Ce sont les co-législateurs, c'est-à-dire le Conseil et le Parlement. On est comme à Washington, à Bruxelles, hein. Il y a le Sénat et il y a la Chambre des représentants. Le Sénat, c'est le Conseil, et la Chambre des représentants, c'est le Parlement européen. Mais on est exactement la même chose. Donc la Commission, effectivement, propose des textes, et c'est ensuite les co-législateurs qui les discutent, qui les amendent, et qui finalement trouvent un compromis. Ce n'est pas la navette parlementaire, c'est ce qu'on appelle le trilogue. Et donc, les discussions qui ont lieu aujourd'hui, notamment pour Fit for 55, elles sont en discussion. Donc, c'est le bon moment. Y compris, voilà, on a essayé de trouver un bon compromis. Vous faites allusion tout à l'heure à 2035 pour l'arrêt des véhicules thermiques. C'est très ambitieux. Je ne vous cache pas qu'il y a eu des discussions au niveau du collège. On est un collège. Moi, je poussais plutôt 2040. Finalement, on finit à 2035. Voilà. C'est un compromis, il fait partie du paquet Fit for 55, il est maintenant négocié par les co-législateurs. Nous sommes une démocratie, notre continent est une démocratie. Et donc je sais que vous êtes présents auprès du Parlement européen. Tout est négociable. Ça s'appelle une démocratie. Tout est négociable tant que ce n'est pas voté. Tout est négociable évidemment, mais il y a une structure, il y a une architecture, il y a une ambition, il y a une volonté politique. Elle est exprimée évidemment, clairement, et j'y souscris pleinement. Y compris à Fit for 55, y compris désormais avec l'ambition donc des 2035-2040. Bien sûr, c'est très important, mais maintenant dans les modalités, vous avez la discussion et la négociation
qui est ouverte entre le Parlement et le Conseil européen. Alors nous, on sera évidemment à vos côtés, et on est là pour accompagner évidemment ce dialogue, évidemment en tenant compte de l'effort considérable qui est celui de votre filière, de votre écosystème, y compris, et j'y reviens, sous deux aspects. D'abord, si on suit les objectifs, 2035, il n'y a plus que des véhicules électriques. Et un véhicule électrique, on sait que c'est quoi? C'est une batterie, c'est des semi-conducteurs et c'est une carrosserie et des roues. Voilà. La batterie, c'est 35 à 40%. Les semi-conducteurs, c'est 35%. Donc il reste 25% pour le métier hors moteur, évidemment, classique. Voilà. Donc on voit où la valeur va se projeter. Et donc la nécessité absolue de bien maîtriser les chaînes de valeur qui créent la valeur sur le véhicule, et donc la batterie, et donc les semi-conducteurs. Et sur les deux aspects des choses, nous avons poussé, j'ai poussé très fortement pour que l'on puisse, alors on n'est pas là pour réimpatrier tout, mais pour que l'on puisse précisément maîtriser la valeur ajoutée de ces éléments et de ces composants clés. Et c'est comme ça que j'en viens à votre question, évidemment. Dans ces composants, c'est vrai que sur la batterie, on avait du retard. C'est vrai que l'Asie avait démarré un peu plus tôt. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé au niveau européen des PIEC, c'est-à-dire donc ces projets d'intérêt européen commun qui permettent d'avoir une infrastructure et d'accueillir notamment des investissements publics tout en préservant la concurrence. On est sensible à ça, évidemment, et les règles de concurrence. Donc deux PIEC qui sont très importants, dont la France, du reste, bénéficie plus d'1 milliard d'euros, donc qui est associé sur ce développement. C'est donc c'est pas rien, c'est de l'argent public qui va venir vous aider, et j'y suis favorable. Un deuxième PIEC qui va être lancé. La nécessité aussi, c'est pareil. Vous le rappeliez implicitement, et l'orateur précédent le rappelait implicitement. Une batterie, c'est pas uniquement quelques composants de base, du cobalt ou du zinc. C'est une batterie, c'est aussi des éléments très importants. C'est du lithium, c'est des composants graphite, des graphites synthétiques. Et là, on est dépendant, très fortement dépendant, et notamment de la Chine. Donc il faut aussi commencer à travailler sur tous les composants, les terres rares, qui interviennent dans les batteries en particulier, de façon à ne pas être dépendant dans 2, 3, 4, 5 ans et soumis à des pressions dont on sait qu'elles pourraient être négatives, voire très fortement négatives, à partir du moment où l'Europe va devenir l'un des tout premiers fabricants de batteries au monde. Donc il faut se maintenir, il faut se construire cette capacité de résilience, comme on dit. C'est absolument indispensable. On l'a appris pendant la crise. J'étais le responsable des vaccins, je l'ai appris quand on m'a confié cette responsabilité début février, et que la plupart de nos usines qui étaient aux États-Unis ne pouvaient pas me réimporter les composants dont on avait besoin pour les vaccins, parce qu'il y avait eu un executive order qui avait été mis en place aux États-Unis, DPA, qui interdisait, tant que le peuple américain n'aurait pas été entièrement vacciné, d'exporter tous les vaccins et tous les composants. Voilà. Jamais de ma vie, moi qui ai travaillé dans l'industrie pendant 35 ans, j'aurais pu imaginer que les amis américains casseraient les chaînes de valeur comme ça. Jamais. Ça a été la réalité. Ça l'est encore du reste. C'est pas levé. On a quand même malgré tout réussi à devenir le premier producteur mondial de vaccins, premier continent vacciné. Donc on a réussi à contourner tout ça. Pardon de cette comparaison. Comparaison n'est pas raison, quoique. On a beaucoup appris, et moi, ça me permet, y compris à la Commission européenne, on était plutôt toujours très ouvert, c'est bien l'ouverture, voilà, ouvert, mais à nos conditions, et en mettant des conditions désormais pour accroître notre capacité de résilience. La même chose pour les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, on ne fabrique plus que 10% de la demande mondiale aujourd'hui en Europe, comme les États-Unis du reste. 80% est fait en Asie, par parenthèse, pratiquement dans un cercle de 1000 km de diamètre, autour de Taïwan. D'un point de vue géopolitique, ça donne des sueurs froides à certains, ils n'ont peut-être pas tort. Et donc il faut qu'on prenne des décisions. Donc on n'a pas tardé. Et dès du reste mes premiers jours à la Commission européenne, ça fait maintenant 2 ans, j'ai tout de suite lancé une alliance des semi-conducteurs pour réaugmenter, réaccroître, c'était avant la crise du Covid,
notre capacité de production en Europe d'usines, de méga factories, comme on l'a fait pour les batteries, de façon à passer à l'horizon 2030, donc dans les 10 ans qui viennent, non plus à 10% de production mondiale, mais 20%, tout en sachant qu'entre-temps, la demande mondiale va doubler elle-même. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut qu'on multiplie par 4 notre capacité de production en Europe, et on va le faire. Et là aussi, on lance des pièques. Et là aussi, on a créé une alliance. Et là aussi, on a réussi à convaincre, ça n'a pas toujours été facile, l'ensemble des acteurs que c'était leur intérêt de le faire, y compris en faisant venir des acteurs qui ne soient pas que des acteurs européens, parce qu'on sait que c'est un élément absolument majeur pour maîtriser tous les éléments de la chaîne. Troisième point, les données. Non, les données ne sont pas qu'aux États-Unis. Les données vont être produites en Europe. Et on va avoir des infrastructures pour les produire. Et ces infrastructures, notamment, c'est le Data Act. Il est en négociation en ce moment. Et notamment, on est en trilogue. Et c'est quelque chose que j'ai posé moi-même dès que je suis arrivé. C'est-à-dire la capacité, précisément, de bien faire la part des choses pour que le générateur de données massif que va être l'industrie automobile puisse être à la fois utilisé par ceux qui produisent ces données, dans leur intérêt, mais aussi pour des données particulières, échangées dans des data lakes qui vont permettre, on le sait, de promouvoir l'innovation des services nouveaux. Et ça, on est les premiers continents à avoir mis cette organisation en place, avant tout le monde, parce que ça va être un élément extrêmement important, notamment de la création de valeur à l'avenir. Voilà, donc je ne veux pas être trop long, parce que j'ai déjà pris 10 minutes, mais je voulais vous dire qu'on est parfaitement conscient de cette transformation, on est là pour aider, on est là aussi pour mettre des moyens comme jamais on en a mis, jamais la puissance publique l'a mobilisé, y compris au niveau européen, mais pas que, les moyens, comment on les mobilise. Et puis, le dernier point, je ne peux pas ne pas en parler, c'est la formation. C'est un sujet absolument essentiel. Bien sûr, dans tout ce que je viens de dire, il va y avoir des créations d'emplois très significatives, que ce soit, on le voit, pour les batteries, que ce soit évidemment pour l'industrie des semi-conducteurs, que ce soit pour tout ce qui va concerner les véhicules connectés, les data scientists, etc. Et c'est vrai qu'il va falloir accompagner eh bien, ceux qui vont voir leur emploi disparaître et donc évoluer, parce que c'est la vie. On a donc, avec mon collègue Nicolas Schmitt, qui est le commissaire donc, aux affaires sociales, et vous le savez parce que beaucoup d'entre vous ont participé donc, à ce qu'on appelle les Transition Pathways, c'est-à-dire la façon d'accompagner cette transition pour les 15 millions de personnes qui travaillent dans l'industrie en Europe, et se poser maintenant les questions, c'est maintenant qu'il faut se les poser, pour pouvoir les accompagner dans cette transition. C'est un sujet essentiel. Merci. Restez avec nous. Merci, on vous applaudit. Prenez le micro. Alors, la discussion est bien engagée. Je vais affiner les présentations et puis on va tout de suite commencer à échanger. Béatrice Fouché, vous dirigez DS, qui est une marque premium, qui a 7 ans d'âge, qui est très présente en Europe. Quand vous entendez les propos du commissaire européen Thierry Breton, quand vous écoutez l'ensemble du descriptif de ce qui nous attend d'ici 2030, comment est-ce que votre marque DS s'adapte-t-elle? Comment réagit-elle? Alors, déjà merci pour l'ensemble des informations partagées ce matin qui sont très intéressantes, que ce soit l'introduction de Luc, la présentation de Luca ou bien évidemment les précisions au vu de la Commission européenne par Thierry Breton. Et j'insisterai sur 2 choses, c'est cohérence et continuité, en fait. Donc, on a des étapes jusqu'à 2030, voire 2035, avec un niveau d'incertitude encore fort, hein, pour nous autres qui construisons des automobiles et qui sommes en interface avec les clients, que ce soit des clients B2B ou B2C. Donc la continuité, c'est quoi? C'est l'idée de dire on va passer par exemple par Euro 7. Donc Euro 7, c'est une étape importante hein, pour l'amélioration des niveaux d'émissions des polluants, mais aussi pour le développement des technologies vers le point final qui est un point 100% électrique, dont la date est encore inconnue et sur laquelle il faut travailler. Donc pour nous, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir un chemin clair, d'avoir des étapes cohérentes. Alors j'ai mentionné l'Euro 7, pourquoi? Parce que finalement, dans le chemin vers l'électrique, le 100% électrique, on sait que c'est des investissements énormes. Hein. Le groupe Stellantis a dit 30 milliards en 2020, jusqu'en 2025 pour l'électrification et le software. Ça veut dire qu'il faut que l'étape de l'Euro 7 s'inscrive réellement, intelligemment, en coût égal coût de développement et valeur délivrée
pour le client dans le cadre de l'évolution vers l'électrification. Donc on a besoin d'étapes extrêmement concrètes. Mais vous et n'attendez claires pas, le plus tôt puisque possible. DS produira à partir de 2024 tous ces nouveaux modèles électriques. C'est vrai, mais DS a le privilège d'avoir des modèles hybrides rechargeables qui fonctionnent très très bien, et donc vis-à-vis desquels on aura des questions de passage à la norme Euro 7. Donc pour nous, c'est extrêmement important d'assurer une continuité, et aussi, j'allais dire, une continuité des usages clients. Les usages clients, ils sont multiples. On le sait bien, enfin moi je travaille sur l'électrique depuis 2012 maintenant, on sait bien que la transition vers l'électrique, l'accompagnement du client, il faut lui prendre la main au client, il faut lui expliquer les bénéfices de l'électrique, il faut le faire rouler dans des voitures électriques, il faut le rassurer quant aux infrastructures, chez lui, tout bêtement déjà, et quant aux infrastructures publiques. Donc en fait, c'est tout un écosystème qu'il faut faire avancer en même temps. Donc il y a bien évidemment les semi-conducteurs et ce sujet particulièrement piquant dans notre actualité de constructeurs automobiles. Il y a le passage de la norme Euro 7 et il y a bien évidemment l'accompagnement sur l'ensemble des infrastructures, que ce soit les infrastructures publiques ou que ce soit l'évolution de la réglementation vis-à-vis du droit à la prise qui a été voté il y a quelques années, mais on sait très bien que c'est aujourd'hui totalement insuffisant pour rassurer les gens qui peuvent se mettre des infrastructures de recharge privées. Est-ce que certains de vos clients vous disent « j'achèterai une DS électrique quand je serai assuré d'avoir capacité de recharge sur tout le territoire » ? Oui, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai fait un petit essai cet été en rentrant de vacances. Là, je me suis dit, tiens, j'ai un hybride rechargeable, donc je prends du carburant régulièrement. Et à chaque fois, je suis allée visiter les bornes de recharge sur l'autoroute. Je ne suis pas rentrée un jour de pic, je suis rentrée un lundi. Eh bien, elles étaient toutes pleines et il y avait la queue. Donc, les gens, bien évidemment, j'ai besoin d'en voir physiquement qui sont disponibles et j'ai besoin de savoir comment je vais recharger, avec quel écosystème, est-ce que je vais avoir une seule carte plutôt que d'avoir 10 cartes comme aujourd'hui, etc. Donc on sait que ça, depuis le début, c'est un frein. Et les constructeurs sont confrontés au fait de dire nous, on fait des voitures électriques dans un écosystème encore assez mouvant et assez incertain, et les clients nous disent oui, d'accord, mais comment on va se recharger ? François Lyotard, je vais vous redonner la parole bien sûr, Madame Fouché. François Lyotard, un mot de Lizzie Automotive. Vous êtes un leader international des solutions d'assemblage, pas seulement automobile, mais aussi pour l'aéronautique et le médical. 11 000 collaborateurs, 47 sites dans 13 pays. Vous présidez par ailleurs le groupement du marché automobile de la Fédération mécanique. Alors, on sait que la filière est totalement désorganisée, on en a parlé. D'abord, je voudrais votre regard sur ce cadre européen. Qu'est-ce que vous dites, vous, vu de votre fenêtre ? Oui, merci à la PFA, merci à Luc de me donner l'occasion de témoigner comme représentant des fournisseurs et en particulier représentant de la filière mécanique au cœur de la transformation de l'industrie automobile. Ça a été montré en introduction par Marc Mortureux, la sévérisation des réglementations européennes et en particulier Euro 7 et CAFE va conduire de façon irrémédiable à la montée de la puissance des véhicules électrifiés. Ces réglementations, d'ailleurs, ont fait voler en éclats la neutralité technologique, puisqu'on voit bien que le seul moyen pour les respecter, c'est le véhicule électrique. Au moins sur ce point-là, les constructeurs savent où ils doivent aller. Alors, je commencerai par une note positive en disant que, incontestablement, le Green Deal est une chance pour l'Europe. C'est sans doute un électrochoc salutaire pour notre filière automobile pour rattraper à marche forcée le retard pris sur les deux écosystèmes avec lesquels nous sommes en concurrence, l'écosystème électrique chinois, bien sûr, et l'écosystème américain. Cependant, et ça a été souligné par Monsieur le Commissaire, il faut préciser que ce bouleversement de la chaîne de traction va redistribuer les cartes dans le contenu des véhicules et donc dans le paysage des fournisseurs automobiles. Je vais citer deux chiffres qui viennent de l'étude qui est actuellement menée par le cabinet AlixPartners et la PFA sur la valeur en achat de composants mécaniques et de composants dans une chaîne de traction thermique. 5 500 € au véhicule. Ce même chiffre pour une chaîne de traction 100% électrifiée, 600 €. Donc
les mathématiques sont simples. Il y a un contenu divisé par 10 entre une chaîne de traction 100% électrique et une chaîne de traction thermique. Derrière ce facteur 10, il y a des entreprises et il y a des salariés. Donc une partie de mes salariés que je vois tous les jours et qui, évidemment, sont inquiets et se posent la question. Alors, est-ce que nous sommes résignés? Évidemment pas. Du côté de l'ICI Automotive, nous avons engagé notre transformation. Luca Di Meo l'a souligné, je pense que c'est sans doute le mot le plus important dans cette période, pour nous tous. Transformation. Le deuxième mot très important, c'est vitesse à laquelle cette transformation se fait pour qu'elle soit supportable par l'écosystème. Et ça, c'est l'affaire de Thierry Breton, en tout cas, c'est l'affaire Absolument. et de la Commission et du Parlement. Et c'est sur ce point que je voudrais précisément témoigner. Nous avons engagé notre transformation. Nous proposons et nous allons proposer des innovations de rupture pour faire l'assemblage des cellules de batterie, pour faire l'assemblage des bacs batteries, pour faire l'assemblage des caisses en blanc multimatériaux. Nous sommes engagés dans cette transformation, mais évidemment, c'est une course de vitesse. Et en fonction des réglages, à la fois des règlements Euro 7 et CAFE, cette vitesse sera supportable ou pas. Vous l'avez souligné, ça nécessite cohérence et continuité. Et c'est là la clé de la capacité de l'écosystème français, mécanique, à se transformer en fonction de la cohérence et de la continuité qui sera donnée sur les derniers arbitrages et qui seront absolument clés et de l'Euro 7 et de la norme CAFE. Béatrice Fouché, est-ce que DS a absolument besoin de pouvoir continuer à produire des hybrides rechargeables au-delà de 2035 ? La réponse est non, bien évidemment, mais en fait, ce n'est pas tant nous qui décidons. Si on regarde les études clientèle, que ce soit nos clients B2B ou nos clients B2C, aujourd'hui, le principal frein à l'achat de voitures électriques, c'est clairement la capacité à se recharger ou pas, à ne pas avoir peur de trouver une borne électrique. Bon, donc en fait, la marque DS a dit les prochaines voitures que nous lancerons sur le marché seront 100% électriques. Donc 2024, 2 voitures 100% électriques, 2025 une nouvelle, 2026 une nouvelle. Donc en fait, j'allais dire, on n'a pas peur, on y va. Pendant cette période intermédiaire, on continuera avec DS4 qui est en hybride rechargeable aujourd'hui, et puis DS7 qui est en hybride rechargeable et qui satisfait des attentes complémentaires des clients. Pourquoi elles sont complémentaires? Simplement parce que finalement, il y a des gens qui ont besoin de faire des trajets encore très très longs et qu'aujourd'hui, l'autonomie proposée, la vitesse de recharge et bien évidemment la disponibilité visuelle et réelle des infrastructures ne sont pas encore satisfaisantes. Donc, vous annoncez plus de 700 km d'autonomie pour une prochaine DS à quel horizon? 2024. C'est dans 2 ans. Voilà, un peu plus de 2 ans, oui, on se dépêche. Mais oui. Mais par ailleurs, j'insiste, je veux dire, le vrai succès des voitures électriques, et je le sais très bien depuis de nombreuses années, c'est l'écosystème global qui sera donné aux clients. Il faut impérativement qu'ils puissent avoir des choses extrêmement faciles et fluides en termes d'usage. Donc, il est important que la Commission européenne s'occupe bien évidemment de l'ensemble des étapes cohérentes et des normes de dépollution et du fameux FIT-55, mais également motive l'ensemble des acteurs, parce que ce ne sont pas les mêmes, des acteurs pour le développement des infrastructures. Thierry Breton, la Commission propose une directive contraignante, je crois, sur cette affaire des bornes de recharge. Qu'est-ce que c'est qu'une directive contraignante? C'est une directive qui s'applique à tout le monde. C'est un règlement. Et donc, on y travaille aujourd'hui. Quelques points, je vais rebondir sur ce qui a été dit, y compris sur votre question. D'abord, donc, vous avez dit cohérence, continuité. Je crois qu'on s'inscrit vraiment dans cette logique-là. Vous avez dit transition et rapidité. C'est évidemment, voilà, je crois que ces mots caractérisent assez bien, je crois, la démarche, la posture pour faire face aux défis qui sont les nôtres. Alors, il faut bien voir que ce qui complexifie encore les choses, c'est qu'évidemment, l'Europe, c'est l'Europe, et puis il y a la planète. Et puis les constructeurs, ils ne vendent pas qu'en Europe. Et c'est pour ça que je voudrais faire une petite distinction, hein, qu'on soit bien clair. Euro 7, ce n'est pas la fin de moteur à combustion.
parce que les moteurs à combustion, il y en aura encore après 2050. On le sait tous, en particulier pour les camions, mais pas que. Donc ça veut dire que, bien sûr, on est en train de faire quelque chose pour l'Europe, mais le reste du monde, et Dieu soit loué, nos constructeurs travaillent aussi pour le reste du monde. Le reste du monde va s'adapter peut-être pas à la même vitesse que nous. On pense qu'il s'adaptera in fine. Mais si on parle maintenant précisément de l'infrastructure nécessaire, en particulier pour faire face aux besoins 2035, c'est-à-dire les bandes rechargeables. Bon, aujourd'hui, il n'y en a qu'en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. 2030, on va viser 3,5 millions prises. 2050, 16 millions. C'est ça qui est contraignant. C'est-à-dire une capacité tous les 60 km, donc d'avoir des bornes rechargeables et des bornes rechargeables rapides. Ça, c'est l'infrastructure, mais qu'il faut mettre, et c'est ça qui est compliqué, évidemment, déployer, précisément pour répondre à votre question, sur l'ensemble du continent européen, du territoire, chez les 27. Et pas uniquement, pardon de le dire comme ça, mais dans les pays riches. Parce qu'on a quand même aussi, et on sait notamment sur le marché d'occasion, on a quand même un certain nombre de véhicules qui vont avoir une deuxième vie ensuite à l'est de l'Europe, et puis une troisième ensuite au sud. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut aussi avoir la logique Euro 7. Euro 7, c'est parce que précisément, on va continuer à avoir la durée de vie des véhicules que vous produisez aujourd'hui. C'est pas 7 ans. Ça va être 15 ans, 17 ans, pour les véhicules, les camions, 20 ans. Donc on sait très bien que derrière, il faut effectivement utiliser le progrès, la technologie, pour réduire l'impact, pas uniquement du sur le CO2, car je rappelle que Euro 7, c'est aussi le NOx, c'est aussi tout ce qui provient des pneus, des freins, etc. Et donc si je dis ça, c'est que, évidemment, on va accompagner, on va faire en sorte que ça se fasse le plus, je dirais, naturellement possible. Mais on sait bien qu'à partir du moment où on a donné 2035, par exemple, pour l'arrêt des moteurs thermiques, je le redis, il faudra accompagner la poursuite, soit sur des véhicules de seconde main, soit sur d'autres véhicules qui seront vendus dans d'autres continents, qui n'auront pas encore les mêmes objectifs que nous, et pour lesquels la filière aura toujours un rôle à jouer. Je crois que c'est important de le dire, parce que ça démontre effectivement, là encore une fois, à la fois la complexité, mais l'accompagnement qui est voulu, en tout cas par mes services, pour faire en sorte que ce qu'on va réaliser, est-ce que c'est 2025, est-ce que c'est 2026, j'ai des discussions aussi avec certains constructeurs, est-ce que finalement il faut extraire de recettes la niche des véhicules, je ne sais pas comment vous les appelez dans votre jargon, enfin les véhicules, tu sais Luc, les petits véhicules qui vont très très vite, qui sont très luxueux, là, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais vous avez un mot spécifique. Je ne sais pas, mais bon, c'est niche, une mini-niche. Une mini-niche, mais il y a donc, on essaye de voir, oui, mais enfin, on essaye d'accompagner, c'est important pour l'image, etc. Donc on essaye d'accompagner, effectivement, et on en accompagnera, dans une transition dont, je le rappelle, qu'elle est nécessaire parce qu'elle s'inscrit évidemment pour nous, mais aussi pour ce qui se passe en dehors de nos frontières. Alors François Lyotard, les fournisseurs demandent d'autres choses évidemment, enfin ont d'autres exigences, notamment sur le coût du travail, sur les zones franches, sur ce que vous proposez ou ce que vous demandez concernant la taxe CO2 aux frontières, etc. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le cadre réglementaire européen, il doit être ambitieux. Il doit être ambitieux parce que, pour le coup, il se transforme en chance. Néanmoins, il ne doit être ni naïf vis-à-vis de la supply chain asiatique, et en particulier pour les composants se transportant facilement, ni aveugle sur les conséquences de la transformation. Et donc, il y a deux sujets sur lesquels nous sommes effectivement très attentifs. C'est la question de la protection de la supply chain européenne. Alors, il n'aura échappé à personne que la taxe carbone fait partie des outils qui peuvent être utilisés. Le premier projet présenté de taxe carbone qui s'applique uniquement sur les matières premières est pour nous extrêmement néfaste, puisque pour le coup, il n'empêchera aucune importation de composants issus de ces mêmes matières premières, semi-finies ou finies. Donc la protection de la supply chain européenne, et puis effectivement la question de la compétitivité, qui a deux sous-composantes. La première, l'automatisation, la digitalisation,
Et la deuxième, évidemment, le coût du travail, avec, en termes de taxes, des pays européens qui sont très hétérogènes entre ce qu'on peut trouver en Europe du Sud, en Europe de l'Est ou en France ou en Allemagne. Donc ces deux questions sont absolument clés. La question de la naïveté et de la protection de la supply chain européenne, et de l'autre côté, de la compétitivité, et évidemment en particulier de la compétitivité du site France. Est-ce qu'on a une idée du mix véhicule qui nous attend pour 2030? On sait qu'on vend désormais plus d'hybrides que de diesel, c'est assez récent. Le chiffre est tombé il y a peu de temps. Madame Fouché, peut-être, est-ce que vous avez une idée? Comment vous travaillez sur cette question? 2030, 8 ans. Oui, en fait, la baisse du diesel, c'est une histoire que j'ai commencé à raconter dans ma vie automobile il y a déjà 15 ans, en fait. Pourquoi? Parce que le prix du diesel, du carburant pouvait monter, parce que l'équilibre de production n'était plus respecté correctement pour les pétroliers. Bon bref, donc c'est une histoire qui s'est jamais produite. Il y a eu un événement majeur, c'est le Dieselgate, qui a re-questionné l'intégrité du monde automobile, et puis maintenant le chemin vers l'électrification. Donc j'allais dire, prédire aujourd'hui la chute du diesel, c'est difficile, mais je pense qu'avec tout ce qui se passe, ça va générer une accélération extrêmement forte, avoir une disparition rapide du diesel. Et je mets à part ce que disait bien sûr Thierry Breton sur le transport de matières, etc. Mais pour du véhicule particulier ou du petit véhicule de transport last mile delivery, ça va aller très très vite. Pourquoi? Simplement parce que on vend à des particuliers, mais principalement à du B2B. Et le B2B ne prend pas un risque sur la valeur résiduelle de la voiture à 3-4 ans. Nous, c'est drôle parce que les clients, ils viennent dans les affaires et ils nous disent, écoutez, conseillez-nous, est-ce qu'on doit acheter de l'essence? Est-ce qu'on doit acheter de l'essence rechargeable? Est-ce qu'on doit acheter du diesel? Ce qui leur importe, c'est finalement la valeur de revente de la voiture. Moi, je pense que ça va aller super vite maintenant. Le phénomène, il est enclenché, on en parle tous les jours dans la presse. Les annonces fleurissent de ci, de là sur les nouvelles voitures électriques et on l'a dit, il en sort énormément, donc ça va aller super vite. Mais on est là aussi pour parler de choses positives. J'ai appris, je ne le savais pas, qu'en Allemagne, DS vend plus de véhicules électriques que les premium allemands. Comment faites-vous? Alors, le plus, non, en fait, on a un mix de vente de voitures électrifiées supérieure au premium allemand. C'est-à-dire on vend... Le mix, d'accord. Un mix, oui, bien sûr. On n'a pas cette arrogance de vendre plus que les constructeurs locaux. Oui. Mais en revanche, on a un mix plus élevé. Alors, comment on fait? D'abord parce que la marque, et grâce au groupe PSA puis Stellantis, s'est adossée à une technologie qui arrivait très tôt, qui est la technologie de l'hybride rechargeable. Hein. On a tendance un peu à la balayer du revers de la main, là, parce que tout le monde parle d'électrique. C'est comme si cette technologie, qui est extrêmement nouvelle, du moins dans sa nouvelle façon d'exister, était déjà obsolète. Donc il faut faire un peu attention au discours qu'on tient, avec des voitures qui ont été lancées début 2020, avec des chaînes de traction électrifiées, en particulier de l'électrique sur le train arrière, donc qui génèrent un gain de consommation extrêmement important, si on l'utilise bien et si on la recharge bien, et je vais y revenir. Et donc c'est une technologie à grande valeur, parce que les gens, ils ont du 4x4 électrique et non plus mécanique, donc en termes de consommation, de fluidité d'usage, c'est extrêmement positif. Donc l'hybride rechargeable, c'est une chaîne de traction à grande valeur ajoutée aujourd'hui pour les clients. C'est pour ça que finalement, DS, qui s'est positionné rapidement sur cette technologie, a aujourd'hui un mix de vente et de prise de commande aux alentours de 45%. Alors le temps passe, malheureusement, il faut accélérer sur les thèmes. François Lyotard, il y a un thème important, c'est l'amélioration de la coopération et la réduction des tensions entre les constructeurs et les fournisseurs. On sait que le climat n'est pas terrible. Alors, qu'est-ce que vous plaidez et comment faire? Je vous remercie de me poser cette question. En effet, la filière automobile n'est pas connue pour sa solidarité légendaire. Contrairement à la filière aéronautique. Contrairement à la filière aéronautique, mais c'est plus facile dans l'aéronautique parce que vous avez un donneur d'ordre européen qui s'appelle Airbus et un grand motoriste qui s'appelle Safran. Donc, pour le coup, la tête de filière est unifiée. Donc c'est pas facile et les temps sont durs. Les temps sont très durs. Et la pénurie de semi-conducteurs n'a pas aidé. Alors évidemment, nos clients, qu'ils soient constructeurs ou équipementiers, sont les premiers touchés par ces pénuries qui les empêchent de fabriquer les voitures.
Simplement, eux ont un levier que nous n'avons pas. Ce levier, c'est le levier du mix véhicule. C'est-à-dire que vous faites avec les semi-conducteurs que vous avez et vous décidez de dire je vais privilégier mon haut de gamme, je vais privilégier mes véhicules utilitaires. Nous fabriquons les pièces dans les mêmes usines. Et nous sommes prévenus des pièces à livrer, j'allais dire la veille pour le lendemain, quand ce n'est pas le matin pour le midi. C'est le fameux stop and go. Vous avez dit que les annulations de commandes ont représenté 25% des carnets de commandes au mois de septembre. C'est exactement ça, oui. C'est exactement ça. Nous avons commencé, je peux donner les chiffres, puisque les chiffres de l'ICI sont publiés, ils ont été publiés la semaine dernière pour le 3e trimestre. Notre facturation quotidienne, c'est 2 millions par jour. Au mois de septembre, on a eu des semaines à 1,2 million. On nous a, et je tairai le nom du constructeur, prévenu hier qu'une usine d'assemblage que nous livrons allait s'arrêter aujourd'hui, et ce jusqu'à la fin de l'année. Donc si vous voulez, nous avons des temps de défilement qui sont de l'ordre de 10 jours, compte tenu de la mise en œuvre de la matière, du traitement thermique, du traitement de surface. Donc on a 10 jours d'encours, on a 3, 4, 5 jours de produits finis, et quand ces produits finis, vous les laissez sur le quai de chargement parce que simplement le constructeur ou l'équipementier vous dit « désolé, je ne les charge pas », la période est très difficile. Je crois que Luc l'a indiqué dans son introduction, les trésoreries sont en grande souffrance. Elles sont alimentées par ce qu'on appelle la CAF, capacité d'autofinancement fortement réduite par la chute d'activité, et elle est consommée par les BFR qui sont en train d'exploser. Est-ce que c'est la même situation dans toute l'Europe? C'est pas différent. C'est pas différent. L'écosystème allemand, qui est évidemment un écosystème extrêmement important dans la production automobile, est touché avec la même violence que l'écosystème français. Alors, ce qui est terrible, c'est que vous dites, je ne sais pas ce qu'en pense Béatrice Fouché, vous dites quand ça va redémarrer, on aura du mal. Alors, si vous voulez, et j'ai interpellé les deux constructeurs directement, nous avons ce qu'on appelle en termes techniques des EDI, donc des échanges d'informations électroniques, qui nous indiquent quels sont les programmes de production à faire pour les 3 semaines à venir. Et puis, on a un horizon à 12 semaines. Je ne blâme pas les deux constructeurs, mais je constate que ces EDI ne sont pas à jour. Et que, par exemple, si je prends mes appels de pièces pour le mois de novembre, je suis le plus heureux des hommes à 1,9 million de facturation quotidienne. Sauf que je sais que ce n'est pas ce qui va se passer. Ouais. Et donc, j'ai pris la décision de couper mes approvisionnements matières, de couper mes plans de production en fonction d'une loi de comportement qui est la mienne, mais qui n'est peut-être pas la bonne. Et du coup, j'essaye de faire comprendre à tout l'écosystème, et je sais que l'organisation Renault y est très sensible, que si on n'organise pas un minimum la filière pour synchroniser la remontée en puissance lorsque les semi-conducteurs seront de retour, alors ce n'est plus des semi-conducteurs qui manqueront, c'est peut-être des fixations, peut-être des pièces de forge, peut-être des pièces d'emboutissage. Donc c'est absolument essentiel qu'on ait une transparence sur un scénario de sortie de crise, sinon chacun jouera sa partition et sa loi de comportement. Béatrice Fouché, vous n'êtes pas porte-parole des constructeurs, mais présidente de DS. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Alors moi, je pense que c'est tout à fait vrai ce que vous dites. C'est-à-dire que finalement, un problème en entraîne un autre. Donc, il y a la crise des semi-conducteurs actuellement qu'on vit de façon extrêmement aiguë. C'est-à-dire que j'apprends du jour au lendemain aussi que l'usine qui fabrique mes voitures va s'arrêter. Ou va s'arrêter le lendemain ou à midi, etc. Donc, en fait, on est tous un peu dans cet horizon de temps extrêmement court. Et là où je suis effectivement d'accord, c'est qu'il faut qu'il y ait absolument des échanges sur l'ensemble de la filière avec équipementiers et fournisseurs, simplement parce que, faute d'avoir pas mal de visibilité, je pense qu'en tant que constructeur, on en a peu, et donc ça se répercute effectivement sur l'ensemble de la filière. Mais vos carnets de commandes sont pleins. Oui, bien évidemment, mais ça, on voudrait les fabriquer, mais on n'y arrive pas. Donc, voilà. Mais effectivement, si on n'est pas capable de partager une feuille de route sur le futur, c'est-à-dire que la filière elle-même va finalement faire ses propres arbitrages, et quand il faudra redémarrer, on fera le constat que ces arbitrages n'étaient pas ceux qui nous convenaient.
faute d'avoir finalement partagé ça. Je ne dis pas que le partage va être simple, je ne dis pas qu'on va réussir à faire quelque chose, mais en tout cas, si on ne le fait pas ensemble, on est sûr que ce sera pire que si on le fait séparément. Ça, je suis vraiment convaincue de ça, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec les semi-conducteurs, et on le vivra plus largement avec l'ensemble des fournitures de demain, c'est clair. Thierry Breton, sur cette affaire de semi-conducteurs, vous promettez de produire 20% des semi-conducteurs en Europe d'ici 2030 à travers une dizaine de grands projets industriels. Mais il faut 4 à 5 ans pour bâtir une usine de semi-conducteurs. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant? Non mais, je voudrais réagir à tout ce qui a été dit, parce que je ne vais pas uniquement rester sur les semi-conducteurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui nécessitent d'avoir des réponses précises, si vous permettez. D'abord, le mécanisme d'ajustement au carbone aux frontières. Je suis désolé, mais il faut dire, si vous avez, en tant que commissaire européen, je suis là pour ça aussi, vous voyez. Donc, c'est un sujet essentiel. C'est un sujet qui est encore plus important. Parce qu'effectivement, c'est la compétitivité de tout le secteur. Et donc, on travaille, je me dis bien, mécanisme d'ajustement au carbone aux frontières. Hein. Il faut que ça concerne tous les composants, y compris sur les batteries. Et y compris sur les batteries en mettant des normes, c'est ce qu'on a fait maintenant dans le règlement sur les batteries, de façon à ce que tous les composants, il n'y a pas uniquement le produit fini, parce que c'est ce que voulaient les Chinois, c'est ce que voulaient les Britanniques aussi. On s'est battu contre ça. Il faut regarder effectivement l'ensemble des composants qui vont rentrer dans la batterie et qui vont précisément être assujettis au même type de contraintes. Vous avez dit tout à l'heure un mot important, on n'est pas naïf. On n'est absolument pas naïf. Et donc, et croyez-moi, et moi moins que quiconque. Donc, on regarde ça très précisément, c'est un sujet très important, il faut qu'on travaille très étroitement ensemble, parce que là, c'est le bon moment, zéro naïveté, et c'est maintenant qu'on le fait. Deuxièmement, il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est tout ce qui concerne l'économie circulaire. Il faut évidemment ensuite, parce que c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces batteries? Où on va les mettre? Ça va donner quoi le dommage à l'environnement? C'est des vraies questions, ça, quand même. Donc derrière, on sait qu'une très grande partie va revenir de la capacité de recycler. Combien de temps ça dure une batterie? Vous pouvez me répondre à la question? Personne ne sait me répondre à cette question. On ne sait pas. On ne sait pas en fait combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Donc il va falloir évidemment que ces batteries, ça va être un produit qui va être quasiment, non plus, c'est quasiment de l'OPEX. C'est un produit qu'il va falloir en permanence réadapter. Donc toutes ces questions-là sont des questions qui, on voit bien, qui vont modifier considérablement, y compris vos activités. Parce que derrière, c'est tous ces métiers qu'il va falloir réinventer. Troisième point, je reviens maintenant sur les semi-conducteurs. Bien sûr qu'il faut faire une méga fab aujourd'hui, ça dépend évidemment de ce qu'on fait. Si c'est pour faire des usines à 2 nanomètres, il faut entre 5 et 7 ans. Il faudra faire des usines à 2 nanomètres en Europe. Parce qu'évidemment, on sait que, notamment pour les véhicules connectés, qui vont générer, en particulier en gros, 30 pétaoctets de données par jour, ben, il va falloir évidemment derrière d'avoir des processeurs, on voit ce que fait Nvidia par exemple, qui sont quasiment des supercalculateurs les plus puissants qu'on faisait pour modéliser l'arme nucléaire il y a 15 ans. C'est ça ce qui va être dans une voiture. C'est 180 teraflops. C'est ça qu'on met dans un véhicule. Et derrière, ben, il va falloir évidemment pouvoir les produire. Mais entre-temps, pour répondre à votre question, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on a la crise. Et aujourd'hui, effectivement, c'est aux fabricants. Là, ce n'est pas la puissance publique, quelle qu'elle soit, qui va aller faire le travail des fabricants. Ce n'est pas la puissance publique qui va aller donner de l'argent pour que Samsung augmente ses lignes de production sur du FD-SOI aujourd'hui, ou ST Micro, c'est plutôt ST Micro du reste. C'est à eux, évidemment, à faire ces investissements. Ils peuvent les faire que dans les usines qui existent, parce que si c'est une usine Greenfield, il faudra 5 ans. Donc, quand vous allez effectivement à Grenoble, ben, vous voyez des lignes. Quand vous allez à Dresde, vous voyez des lignes. Quand vous allez à Munich, vous voyez des lignes. Ils sont en train de les faire. Entre le moment où ces lignes, qui correspondent aux besoins d'aujourd'hui, vont commencer à produire, ben voilà, il faut entre 8 et 14 mois. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, je pense malheureusement que la crise des semi-conducteurs risque de durer encore quelques mois. Il faut s'y préparer. Vous dites tout 2022 ? Je ne dis pas tout 2022, mais je pense en tout cas jusqu'à l'été. Moi, c'est en gros ce qu'on voit. Alors, il va y avoir des plus et des moins. Hein. Derrière, il faut évidemment faire de la pression avec les fournisseurs. Il faut aller voir, et c'est là où on peut jouer effectivement pour faire en sorte qu'on soit livré correctement. Mais je pense que les tensions vont encore durer, oui, plusieurs mois. Puis le dernier point,
qui est quand même un sujet extrêmement important, c'est dans l'écosystème automobile. L'écosystème automobile a été le premier vraiment écosystème à se mettre sur pied. Vous avez parlé de l'EDI, c'était pour les jeunes ingénieurs que nous étions, il y a déjà 20 ans, c'était ou 30 ans, c'était la première fois qu'on utilisait de l'informatique pour sortir précisément des processus industriels d'une entreprise et commencer précisément à avoir une segmentation. Cette segmentation a fait le succès de l'industrie automobile, à sa compétitivité, sa réactivité. C'était notamment pour réagir à ce qui se passait, en particulier au Japon. Bon, formidable transformation que vous avez faite. Et aujourd'hui, grande vulnérabilité, évidemment, dans la main des grands constructeurs. Et en fait, tout est lié. Et je voudrais vous dire que c'est précisément sur cette notion d'écosystème que j'ai voulu ensuite organiser le marché intérieur en différents écosystèmes parce que tout est lié. Si aujourd'hui, une de vos entreprises disparaît, bon, c'est toute la chaîne qui s'arrête. Tout est lié. Mais d'un autre côté, on sait très bien que, j'étais patron moi aussi, avec des grandes entreprises et puis des plus petites, on a quand même quelquefois tendance à passer les problèmes ensuite au bas de la chaîne. Je ne dis pas ça chez DS, hein, évidemment, mais enfin je l'ai vu quand même plusieurs fois. Hein, on passe son truc et puis on fait voilà. Ce type de mécanisme, il faut évidemment le corriger, mais on voit bien que c'est la transformation globale de l'ensemble de cette infrastructure qui est en jeu, et pas uniquement, je dirais, un problème aujourd'hui où on a un problème de manque de matières premières. On peut parler aussi du magnésium, hein, on peut parler d'un certain nombre on peut s'arrêter une seconde sur le magnésium. Est-ce que vous avez la clé? C'est-à-dire, on a appris que les Chinois stoppaient leurs usines fabricant du magnésium. Pour quelles raisons le font-ils? Ils stockent leurs usines aujourd'hui, ils stockent leurs usines parce qu'il faut savoir que faire du magnésium, c'est 10 fois plus coûteux en énergie que de faire de l'aluminium et en électricité. Et qu'il y a un tel problème d'électricité en Chine qu'ils sont obligés de fermer leurs usines de magnésium parce qu'il n'y a plus assez d'électricité, que évidemment ça se retraduit directement sur la chaîne parce qu'il faut que vous mettiez du magnésium dans vos composants et dans les alliages. François Lyotard, il y a du magnésium partout, on peut le dire? Alors partout non, mais il y a du magnésium dans les alliages spéciaux d'acier, il y a du magnésium dans les alliages d'aluminium. Donc effectivement, il n'est pas impossible que quand l'industrie automobile disposera de semi-conducteurs, qu'elle n'ait plus d'alliages spéciaux ni d'acier ni d'aluminium, ce qui serait évidemment un problème. Alors on va passer la parole à la salle dans une seconde. J'ai une question pour vous trois, je ne sais pas si le commissaire pourrait y répondre. Le pari du président de la République, 2 millions de véhicules électriques et hybrides produits en France à l'horizon 2030, Béatrice Fouché, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? Mais je crois que Luca a répondu à ça tout à l'heure, hein, en parlant de la compétitivité du pays. Bien évidemment, c'est le facteur clé. Il n'y a aucune opposition au fait de produire en France, bien évidemment. On sait que plus on produit près de là où on vend, mieux c'est. Hein, mieux c'est en coût logistique, mieux c'est en empreinte carbone. Et l'empreinte carbone, on sait que les entreprises vont y être confrontées d'ici 2040, on va dire. Hein. Donc il n'y a absolument aucune opposition, mais on l'a vu avec les chiffres présentés par Luca. Il y a quand même encore des enjeux de compétitivité du territoire français sur lesquels il faut travailler, qui font partie, hein, je pense, de l'ensemble des réflexions avec le président de la République et je pense avec Thierry Breton. Avec la Commission. François Lyotard, sur le pari des 2 millions. C'est un pari qui est clé, puisque l'écosystème fournisseur dépendra de 3 paramètres, en tout cas pour la France. Hein. Le nombre de véhicules produits et assemblés en France, la nature du mix moteur, et j'insiste sur le fait que la chaîne de traction hybride rechargeable est une chaîne de traction performante et porteuse de valeur ajoutée. Et le troisième élément, c'est la compétitivité coût pour pouvoir offrir à l'écosystème français, grands équipementiers et constructeurs, des coûts compétitifs. Donc volume, compétitivité et mix. Thierry Breton. Moi, je suis absolument certain que ce sera atteint. On n'a pas le choix. Donc ce sera atteint. À marche forcée. Et puis j'ajoute quand même un élément. Parce qu'on parle de cette évolution, à vous entendre, je ne suis pas loin de le penser, c'est une révolution auquel on est confronté. C'est aussi sur le mode de production de notre énergie. Parce que derrière ça, on n'a pas arrêté de parler toute la matinée d'électricité. Oui, d'accord, mais enfin, il faut la produire, l'électricité.
il faut aussi que derrière, c'est bien, il y a des bornes rechargeables. Mais c'est quoi? C'est des centrales à charbon qu'on va mettre derrière? Non. On n'est pas la Chine. Ce sera du renouvelable, ce sera du nucléaire, ce sera évidemment, j'en suis convaincu, moi je suis à la commission, alors je suis seul, hein, mais je suis très, vous connaissez un peu, hein, je suis assez vocal. Oui, il faudra du nucléaire en Europe pour pouvoir précisément permettre d'atteindre ces objectifs. Parce qu'il nous faut de la continuité. On ne peut pas se permettre quand même, quand on est sur l'autoroute, de dire « Ah ben, il n'y a pas de vent, désolé ». Donc voilà, donc il faudra évidemment avoir cette continuité, il faudra éviter cette volatilité. Derrière, bien entendu, il y a tout ce qui concerne l'hydrogène. On n'a pas parlé, enfin, l'hydrogène c'est l'électrique, hein, c'est une capacité finalement à transporter des futurs électrons. Hein, voilà, donc l'hydrogène c'est l'électrique, mais enfin, l'hydrogène, ça nécessite quand même un certain nombre d'adaptations dans vos véhicules, même si derrière la traction sera électrique. Il faudra évidemment, là aussi, c'est une autre façon, plutôt que d'avoir des bornes rechargeables, d'avoir une capacité à faire le plein en hydrogène. Ça sera un élément important, mais derrière l'hydrogène, il faut des électrolyseurs, et derrière les électrolyseurs, il faut de nouveau de l'énergie abondante, fiable, pas chère et régulière. Donc, je le redis, derrière tout ça, vous voyez qu'il y a tous les enjeux, et c'est pour ça que le débat en ce moment sur l'énergie, l'électricité, on va avoir la COP26 dans quelques jours, est extrêmement important, décarboné bien entendu, mais je le rappelle, dans les calculs que nous faisons, il va falloir vraisemblablement qu'on s'apprête à doubler le mix énergétique, la production d'électricité à 2050 en Europe. Et ce n'est pas une mince affaire. Allez, les questions de la salle. C'est François Roudier qui s'en occupe. Oui, Monsieur Thierry Breton, vous avez convaincu la salle, mais la salle vous dit est-ce que vous allez réussir à convaincre vos collègues de ne pas être naïfs? Ah oui, je crois que là, je suis là-dessus. J'ai beaucoup de collègues qui sont avec moi, hein, je ne suis pas tout seul. Donc la réponse est oui en ce qui concerne la commission. Ça, j'en suis maintenant certain, même s'il y a des débats. Hein. Un collège, c'est un collège, et donc chacun s'exprime. Mais oui, je pense que là-dessus, c'est fait. Derrière, maintenant, comme je vous l'ai dit, on est dans un processus de démocratie, c'est notre force du reste sur le continent européen, et donc c'est le temps de la démocratie, c'est le temps des co-législateurs, et c'est pour ça que je vous le dis à ceux qui s'expriment au nom de la collectivité que vous représentez, c'est bien maintenant de vous faire entendre par rapport à vos arguments, parce que c'est maintenant qu'ils vont se traduire en actes contraignants. Thierry Breton, est-ce que nous ne sommes pas sous la menace d'un durcissement de la position allemande, puisque la coalition est en train d'être négociée à Berlin en ce moment et que les Verts sont en attente de décisions qui ne nous arrangeraient pas? Vous savez, l'industrie automobile en Allemagne joue un rôle très très important, peut-être même avec des influences, compte tenu encore une fois du nombre d'emplois qui sont concernés, donc des influences politiques fortes. Parce que derrière l'industrie automobile allemande, qui est très puissante, hein, qui est la plus puissante d'Europe, on le sait, il faut le reconnaître, et notamment en matière d'export, mais quand même qui est très dépendante de certains marchés, en particulier du marché chinois, on le sait. Donc là aussi, il y a une fragilité, parce que les Chinois montent quand même très vite en gamme, on le voit. Donc l'industrie automobile allemande joue un rôle très important, y compris, je dirais, dans les équilibres politiques, notamment des Länder qui sont les plus concernés. Maintenant, sur ce dont on vient de parler, moi j'ai pu échanger et avec Madame Baerbock et aussi avec Olaf Scholz très souvent. Je crois qu'il y a quand même un vrai pragmatisme qui fera que je pense que tous ces éléments seront pris en compte, même si évidemment on aura une connotation qui sera différente de celle de la dernière coalition. François Roudier, il nous reste 3 minutes. Alors deux questions regroupées. Plus pour les industriels. Alors on a beaucoup de questions sur le fait qu'on ne parle que de la batterie électrique, on ne parle pas des carburants de synthèse ou des biocarburants, ni de l'hydrogène. Les militants hydrogénistes n'entendent que de parler de batterie. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça fait aussi partie de vos stratégies globales où on va vers le tout électrique à 100%?
Alors, qui se lance? François Lyotard. Je peux répondre en tout cas sur la partie fournisseur de composants. Évidemment, l'hydrogène est une filière sur laquelle on regarde avec attention ce qui va se passer. C'est aussi un véhicule électrique, hein. Simplement l'électricité va être produite par une pile à combustible avec l'hydrogène embarqué. Ma compréhension, ma modeste compréhension, c'est que ça reste un marché à l'horizon 2030, un marché de niche, essentiellement pour ce qu'on appelle les véhicules à très haute intensité, c'est-à-dire probablement du off-road, probablement des bus, des taxis. Et donc, évidemment, quand on compare la volumétrie de l'écosystème hydrogène à l'horizon 2030 par rapport à l'écosystème véhicule électrique à batterie, le véhicule électrique à batterie emporte l'intérêt majeur des industriels parce que c'est là que se trouve le volume. Mais ça ne veut pas dire qu'en termes de valeur, il n'y a pas à l'horizon 2030 et plus probablement à l'horizon 2035 à regarder avec intérêt ce qui va se passer sur l'hydrogène, avec en particulier des acteurs français qui ont des positions de leadership. Je pense qu'on en entendra aujourd'hui quelques-uns. François. Et un dernier point sur les réglementations. Monsieur Breton, là ça se pose la question à la fois sur Fit for 55 en disant que de toute façon les textes vont être discutés par plein de législateurs, est-ce qu'on va arriver à quelque chose de cohérent à la fin? Et puis une autre partie se dit mais Euro 7 sert-il encore à quelque chose? Et est-ce qu'on n'est pas parti sur trop de réglementations qui finalement ne aboutiront pas? Non mais sur Euro 7, je l'ai dit, Euro 7 c'est différent. C'est vrai que il faut le prendre pour ce que c'est. Hein. Euro 7, on est en discussion avec les constructeurs. On va faire ça de la façon le plus en accompagnant. J'ai donné un peu la raison. C'est vrai que on peut se poser la question. Euro 7, alors qu'on sait qu'on arrête évidemment les moteurs thermiques en Europe en 2035. C'est pour ça que je l'ai remis dans une perspective qui doit être la perspective dans laquelle il faut se situer. C'est pas 2035, c'est pas l'arrêt des véhicules thermiques. Et on sait qu'ils vont continuer, ils auront des durées de vie qui vont continuer en 2050, 2060, que ce soit en Europe ou que ce soit en dehors de l'Europe. Mais en tout cas, on saura les accompagner. Ensuite, Fit for 55, vous avez parlé des 6 ou 7 actes législatifs qui constituent effectivement ce paquet, comme on dit. Il est discuté maintenant donc par les co-législateurs. Voilà, j'espère qu'il va. Il faut du reste, on pousse beaucoup pour qu'il aboutisse le plus vite possible. Maintenant, il est à la main, encore une fois, du Parlement et du Conseil européen, c'est-à-dire des chefs d'État réunis. Donc, il faut vraiment, je crois que c'est notre intérêt à tous, y compris le vôtre, d'inciter les co-législateurs à aller le plus vite possible parce qu'il faut de la lisibilité. Dernier point sur les biocarburants. On n'a pas répondu à votre question spécifique, qui est une question importante parce qu'elle se pose souvent. Le biocarburant, c'est vrai que c'est plutôt un élément de niche. Je ne parle pas de l'hydrogène, je parle du biocarburant. C'est vrai que pour l'instant, on le réserve plutôt, on va continuer, hein, notamment pour les gros transports, pour peut-être les véhicules lourds, les bateaux, l'aviation. C'est plutôt ce vers quoi on semble s'orienter, même si ce n'est pas une science exacte, plutôt qu'effectivement sur des véhicules légers, où là, je crois que la dynamique, elle est vraiment partie vers l'hybride et puis ensuite l'électrique. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois pour votre participation et pour ces échanges. On vous applaudit. Merci. On marque une courte pause. On se retrouve.